Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en live pour ceux qui nous suivent sur Twitch, en différé pour ceux qui nous regardent sur YouTube, pour passer une matinale avec vous, une émission dans laquelle nous allons vous parler des jeux de société, ceux que l'on apprécie tout particulièrement ou ceux qu'on aime moins, parce que c'est notre format critique. On va vous parler de différents jeux, on va vous parler, vous le voyez dans le menu, de Trekking the World. On va enchaîner ensuite avec Littoral. On aura une petite pause publicitaire, alors on n'a pas de pub, mais on va vous parler de notre pause publicité de manière générale aujourd'hui, j'ai quand même laissé dans le menu. Ensuite on enchaînera avec une présentation de Puerto Banana, de Goa. Il y aura un petit tirage au sort pour faire gagner l'un de nos abonnés, l'une des personnes qui nous ont suivis sur Tipeee. C'est l'émission Les Jeux du Chalet 149, celle dans laquelle on revient sur les jeux de société qui sont venus sur notre table, auxquels nous avons joué, on vous donne des avis, on vous crée des envies également. Et cette émission, comme d'habitude, je la fais pas tout seul, heureusement que je la fais pas tout seul. Nous avons des co-animateurs exceptionnels dans cette émission. Nous avons Blandine, bonjour Blandine. Salut. Mais nous avons également Adrien, juste à côté, qui sera là pour nous dire tout ce qu'il pense des jeux. Et puis, à ma gauche, c'est pas Aline cette semaine. Voilà, les gens sont déçus. Voilà. C'est Ludovic Maublanc qui est avec nous. Pour passer un bon moment ce matin tous ensemble, on va pouvoir... c'est ce qu'on préfère. Moi, c'est vraiment ce que je préfère. C'est une émission qu'on prépare, qui nous prend du temps dans la semaine parce qu'on discute énormément des jeux de société auxquels on joue. L'éditorialisation de cette émission, c'est un petit casse-tête. C'est un petit moment dans lequel il y a des jeux qui rentrent, qui ressortent à chaque fois. Il y a eu des discussions. Quand on tourne d'ailleurs cette émission sur Twitch, n'hésitez pas à nous suivre en direct sur Twitch. J'ai enregistré le matin à 8h, c'est pour ça qu'on a souvent des petits yeux. Souvent, on discute après l'émission des jeux qu'on a choisis, de ceux qu'on n'a pas traités, parce que ce choix-là est quand même complexe. Et il y a beaucoup de jeux qui sortent en ce moment. Il y a pas mal de... On a vraiment du choix. On en a choisi 4 cette semaine. Ça a beaucoup discuté. On n'est pas tous d'accord sur les choix, mais on va échanger avec vous. On va commencer, comme d'habitude, par remercier nos sponsors. Je vous ai dit, il n'y a pas de pub dans le milieu de cette émission. Par contre, nous avons des sponsors, et ces sponsors, c'est vous qui pouvez vous abonner sur Tipeee à la chaîne, nous permettre de réaliser tous ces formats, parce que ces formats-là, c'est nous qui les finançons, de manière générale. Donc, si on n'avait pas de sponsors, on ne pourrait pas les faire. J'ai un petit mur d'un monde de jeux, avec tous ceux qui se sont abonnés sur Tipeee depuis le début du mois. Donc, on a Snack, etc., Savalon82, Nad, Boris, Tex73, Simon et Lafco, et vous voyez en dessous la liste des personnes qui feront partie du tirage au sort. À chacune des émissions des Jeux du Chalet, on tire au sort 12 personnes parmi tous nos abonnés Tipeee depuis 2017, parce qu'on avait commencé ça en 2017. Il y en a certains, ça fait 7 ans qu'ils sont abonnés sans discontinuer. Moi, j'ai jamais été sur le mur. En même temps, ça fait 7 émissions qu'on fait. Ça fait 2. C'est quoi ? C'est la 3e fois qu'on a un mur. Donc, ça va. On va attendre un peu encore. Et oui, peut-être qu'à un moment, tu seras tiré au sort. Mais il y a des gens connus, regarde, par exemple, Ludonote, j'ai vu Ludonote, Duncan, et je crois, j'ai pas de souvenir qu'il ait déjà été tiré, peut-être j'ai oublié. Serval aussi, qui est l'un de nos admins sur Discord, et Bob Danu également, qui est présent, et pas mal de personnes dont on connaît moins les noms, mais qui nous soutiennent depuis un certain temps. Merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent. Dans cette émission, le jeu qui est à gagner, cette fois-ci, c'est Monstrolicious. Non, hop, c'est pas la bonne image. La voici, la bonne image. Monstrolicious, un jeu qui est publié par Repoprod, qui est signé par Richard Garfield, et dont on a parlé dans l'une des émissions du Chalet. Est-ce qu'elle a été diffusée ? Celle-là, je crois pas encore, non ? Parce qu'on en a enregistré une en amont qui sera diffusée la semaine prochaine. Donc, c'est peut-être celui de la semaine prochaine. C'est peut-être celui de la semaine prochaine. Il a été diffusé Monstrolicious. Il a été diffusé Monstrolicious. Ah, parce que vous regardez la chaîne. Évidemment. Attends, on te suit quand même. On n'est pas que les animateurs, on est aussi des supporters. Voilà. Et Ludo n'a pas été tiré, effectivement, je lis les commentaires. Je patienterai encore, alors nous dit Folie Enfantine qui attend. Mais je crois qu'elle a déjà été tirée au sort, Folie Enfantine, il me semble. Non, elle reprend les mots de Ludo. Ah oui. Ouais, je ne sais plus. On va commencer directement par le premier jeu, Jingle, Trekking the World. Non, c'est pas du tout ça. Je veux te reprendre, je me dis est-ce que je me moque ou pas. Le vrai titre, c'est toi qui as un bon accent anglais. Trekking fou, c'est fou. C'est True History. True History. Ouais. Donc, je n'ai pas du tout dit le bon titre. Et dans mon introduction est très mauvaise, du coup. Sachez-le. Vous pouvez corriger, vous pouvez vous repasser l'introduction, couper le son, faire de la post-synchro pour avoir le bon titre sur le bon jeu. J'ai pas l'habitude d'être à cette place, je sais pas ce qu'il faut faire. Voilà, j'improvise. Une petite danse, normalement. Ah, d'accord. Là, à partir de maintenant, c'est fini. Là. Voilà. Dans cette émission, on vous présente les jeux, on vous les décrit assez rapidement et ensuite, on vous donne nos avis et vous allez savoir si les jeux rentrent dans les ludothèques des différents participants à l'émission.
grand suspense pour l'instant. Donc celui-ci, on en parle énormément. On remercie directement les Jeux de la Comté. Vous voyez qu'il y a un petit logo sur la boîte. Les Jeux de la Comté, c'est une boutique byzantine, à Besançon donc, qui propose des jeux. J'explique parce qu'il y en a qui vont penser que c'est Byzance peut-être, ou ailleurs. Il faut expliquer C'est la vrai, quand ville. on ne sait pas byzantin, on n'a pas l'impression que c'est Oui. Besançon. La Voilà. meilleure ville du monde, total. Et donc on a emprunté le jeu là-bas, vous avez emprunté le jeu là-bas pour qu'on puisse vous le présenter, parce qu'on n'a pas tous les jeux forcément, on en achète, on en reçoit et on en emprunte également. Alors Trekking Through History, c'est un jeu dont on parle pas mal actuellement, et comme à chaque fois, on a tourné des petites séquences pour pouvoir vous expliquer ce dont il retourne très rapidement. On ne fait pas une explication du jeu complet, quoi qu'il est assez simple ici, c'est simplement pour que vous sachiez ce dont il s'agit. Donc c'est une boîte, je vous l'ai dit, dont on parle beaucoup, qui est signé Charlie Bink, et à l'intérieur duquel vous avez un matériel qui est assez chic quand même, parce que vous avez des petits plateaux qui sont et des cartes toilées, des plateaux qui sont assez solides. C'est un assez beau matériel, et vous avez même un plateau nappe, comme on en voit beaucoup, nappe néoprène, d'ailleurs qui ne s'étale pas très très bien, celui qu'on avait. Il fallait vraiment le tirer pour qu'il reste sur la table. Il faut bien le ranger dans le bon sens en réalité, ce genre de petits plateaux. Alors c'est un jeu dans lequel vous allez voyager dans le temps. Vous avez des cartes avec des dates, par exemple ici on a la 755. Quand on prend une des cartes dans la rivière de cartes, on va simplement récupérer les icônes qui sont marquées à la fois sur la carte et celle qui est en dessous de la carte que l'on a choisie. Aussitôt, on va avancer sur une piste du temps qui est ronde avec son marqueur à sa couleur. D'autant de cases qu'indiquées sur la carte. Alors vous le voyez peut-être pas, mais en bas des cartes, vous avez un numéro 2, 3, 4 parfois. Vous allez avancer d'autant de cases sur la piste du temps. Et ça fait partie de ces jeux dans lesquels c'est toujours le joueur qui est placé le plus en retard sur la piste du temps qui va jouer. Donc c'est le tour, ce qui fait que c'est un jeu dans lequel vous pouvez attendre un peu votre tour si vous avez beaucoup avancé sur la piste. Je pense que Ludovic Maublanc va nous en parler de cet aspect du jeu. Tu veux dire de la pire mécanique du monde et qu'il faut absolument arrêter de la mettre dans les jeux? Ouais, je pense qu'il va falloir en parler. Ah, il va y avoir des moments sympas dans cette émission. Ensuite, vous avez vu qu'à un moment dans les petits visuels que je vous ai présentés, on a plusieurs cartes en main, on fait des collections. L'un des buts du jeu, c'est pas obligatoire, mais on peut le faire, c'est d'avoir des cartes, d'avancer chronologiquement dans le temps. C'est-à-dire que si vous prenez une carte, par exemple, de moins 200 avant Jésus-Christ, ben, c'est un intérêt à monter dans le temps, prendre après une 300, après une 400, une 600, 1500, etc. Essayer d'avancer, parce que si vous réunissez pas mal de cartes, ça va vous rapporter pas mal de points. En fin de partie, vous avez un scoring assez surprenant d'ailleurs, que sur la piste, on l'a étudié, on a eu du mal à comprendre comment il fonctionnait exactement. Mais si vous avez 4 cartes, ça rapporte 4 points. Si vous en avez qu'une seule, vous allez perdre 3 points carrément. Donc il faut vraiment faire des collections. Donc votre choix, il est à la fois motivé par les petits marqueurs que vous allez récupérer pour compléter vos fiches personnelles, parce que ça va vous rapporter des points de victoire, et en même temps par la collection de cartes que vous allez faire. Et ces deux aspects-là, très très simples, ben, ça fait le cœur de la réflexion que vous allez avoir dans le jeu. Il n'y a pas une réflexion qui est très très complexe à comprendre, il n'y a pas une explication qui est très longue, ça fait partie des jeux, vous posez sur la table, 5 minutes d'explication, et c'est parti directement. Voilà pour le fonctionnement de Trekking Through History. Maintenant, on va passer à nos avis, ce qu'on en a pensé. Alors, je vous l'ai dit, c'est un jeu dont on a pas mal parlé ces derniers temps. Je le vois beaucoup quand on regarde Instagram, les stories des uns et des autres. Je le vois beaucoup cité comme l'un des jeux du moment. J'ai vu pas mal de posts où on disant « Oh là là, bonne surprise !» sur ce jeu. Timorel, je nous demande dans le chat, parce que vous savez que vous pouvez participer au chat si vous participez à l'émission. Il nous demande s'il n'y a pas aussi un Trekking the World, d'où mon lapsus de début d'émission. Très probablement, sinon je ne me serais pas trompé. D'ailleurs, tu t'es pas trompé, tu te trompes Non. jamais, ils vont changer le nom sur la boîte. Ouais, exactement. Pour coller à ce que tu viens de dire. Alors, on va passer sur nos avis et on va commencer directement par, je sais pas moi, est-ce que j'attribue, est-ce que je dis Blandine, tu te lances sur l'avis pour ouvrir l'émission? Oui, je peux me lancer tout à fait sur ce jeu. C'est un des jeux du chalet que j'ai beaucoup aimé. Ah. Oui, c'est en fait moi j'ai beaucoup aimé le côté balade dans le temps. J'ai lu toutes les cartes derrière, j'ai trouvé ça très enrichissant. Ah oui, c'est vrai que ça je l'ai pas dit, mais il y a sur les cartes il y a un petit texte au dos, on peut la retourner si on s'ennuie un peu, si les tours sont longs. Ludo? Ça sert à ça. Effectivement, comme on a beaucoup s'ennuyé, on a beaucoup de lectures. Du coup. Avec ça, je me suis pas du tout ennuyée. Il est dur, Et vu Ludo. que souvent dans les jeux je suis à la traîne, et ben là pas du tout, parce que du coup j'ai pu jouer plein de tours. Je prenais des petites cartes à 1 et du coup je pouvais jouer à la Ah oui. suite. Et moi franchement j'ai perdu platement.
mais je me suis vraiment bien amusée. Le seul petit bémol, c'est les couleurs des montres à gousset. C'est pas les mêmes couleurs que nos plateaux. Ah oui, c'est vrai ça. Ça m'a un petit peu perturbée, j'étais un peu chafouin à cause de ça. Mais le côté longueur, le côté... moi j'ai trouvé plutôt chouette, plutôt agréable. Et j'ai passé un bon moment. Je pense que c'est ce qu'il faut. Ah oui, non, mais c'est important. Le plaisir que l'on ressent autour d'un jeu de société, c'est un peu essentiel. Question traditionnelle dans cette émission, s'agit-il d'un jeu qui rentre dans ta ludothèque ? Moi je pense que... Enfin, c'est pas je pense, il rentre dans ma ludothèque. Il rentre dans la ludothèque, alors j'appuie sur le petit bouton, pan, émotion, sensation. Dans la ludothèque de Blandine, on commence fort cette émission avec Trekking Through History. On enchaîne avec toi, Adrien. Ok, non parce qu'en fait moi j'avais préparé T'avais prévu de finir. J'avais prévu de rebondir sur Ludo, enfin rebondir. Alors si tu veux on enchaîne sur Ludo, on fait dans l'autre. Très bien, on enchaîne sur Ludo, hop, changement de plan, pas de problème. Ludo, alors j'ai teasé un peu. Oui, comme ça a été subtilement glissé dans l'introduction. Mais c'est l'un des intérêts de cette émission en fait, c'est qu'on je le fais, et on discute d'ailleurs du choix des jeux par rapport à ça très souvent. On essaye d'avoir un public varié et tu es notre public varié. C'est ça. je suis la minorité râleuse qui est. Non, oui, effectivement, j'ai pas trop. Enfin, mais ce système de. En fait, j'ai vu passer dans le chat des gens qui disaient si c'est trop bien cette mécanique de jeu où le dernier sur la piste joue. Et notamment les gens mettent en avant Patchwork, mais Patchwork c'est très bien parce que c'est un jeu à deux. Oui, c'est vrai. Et ça fonctionne parce que c'est un jeu à deux. Là, à 4 joueurs, c'est l'enfer en fait. À 4 joueurs, t'as un quart d'heure où tu joues pas, t'attends que ça se passe, t'attends de lire les cartes, effectivement. Non, c'est pas une mécanique qui est adaptée à un grand nombre de joueurs, en fait. C'était vraiment très très long. Et puis, ça fait vraiment partie de cette nouvelle mode des jeux où le jeu, c'est compter des points, en fait. À ton tour de jeu, tu fais juste choisir une carte parmi 5. En vrai, il y en a qu'une qui est bien, voire 2. C'est pas faux. Du coup, tu fais, je prends celle qui est bien ou je prends une qui est pas bonne ? Je vais prendre celle qui est bien parce qu'il n'y en a qu'une. Et puis après, je suis reparti pour un quart d'heure à attendre que ce soit mon tour. Et en plus, le jeu, ce n'est que compter des points. Donc moi, ça m'amuse absolument pas de compter des points. J'ai envie de faire des trucs intéressants pendant que je joue. Donc là, voilà, c'est juste pas très intéressant. Mais les gens aiment beaucoup s'ennuyer apparemment maintenant. Ça. Donc voilà, si vous aimez les jeux actuels où on s'ennuie énormément, où on passe son temps à compter des points, ce jeu est fait pour vous. Félicitations. Voilà. Est-ce qu'il rentre ? La question traditionnelle. Attendez, je laisse planer le suspense parce qu'il y a quand même. C'est une émission dans laquelle on attend de savoir les avis des uns et des autres et il faut quand même qu'il y ait un petit peu de suspense. Non, je vais pas. Non, il rentre pas dans la ludothèque de Ludovic Maublanc. Est-ce que tu veux rebondir direct ou je donne mon avis avant ? Je peux rebondir en fait. Mais je savais que Ludo allait être dur avec le jeu. Ah bah oui. Et justement, l'intro de mon argument c'était. Je le trouve dur. Donc voilà. Je suis étonné. Vas-y, acteur studio. Mais je n'ai donné cet avis que pour te permettre d'enchaîner. Parce qu'en vrai, j'aime beaucoup ce jeu. En vrai, en fait, moi, je suis relativement d'accord avec à peu près tout ce que tu dis, mais d'une manière un peu moins virulente. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi sur le fait que, en fait, moi, cette mécanique de tu es le dernier à jouer et donc c'est à toi de jouer, effectivement, la patchwork, moi, je trouve que c'est une mécanique qui est plutôt chouette, justement, c'est une mécanique que j'aime bien. T'as raison sur le fait que patchwork, ça marche bien parce qu'on est que deux. Et je pense que même à plus nombreux ça pourrait marcher, mais c'est vrai que là dans cet exemple là je saurais pas dire vraiment pourquoi là plus qu'un autre, peut-être parce qu'on a joué à 4 et peut-être qu'à 2 ou 3 ça changerait, mais même si la mécanique de base et l'idée, moi je continue à penser qu'elle est bonne, le rythme était quand même effectivement c'était lent c'était effectivement très lent et même au début je l'ai pas trop ressenti parce qu'effectivement j'avais tendance à quand même pas mal avancer, j'attendais quand même pas très longtemps, et c'est notamment sur la dernière manche où effectivement on a cette petite valeur en bas de la carte et donc du coup j'avais beaucoup avancé. Et j'ai attendu vraiment une plombe, il a attendu genre 2-3 tours de chacun avant de venir à moi, donc j'ai attendu franchement 7, 8, 9 tours. Moi j'ai fait que ça en plus, moi j'ai pris que des grosses cartes. Ouais, et du coup c'était assez long. J'aime pas quand les joueurs commencent à prendre leur téléphone et suivent plus la partie, mais j'étais tellement ravi d'avoir un téléphone. Je suis assez comme toi, j'aime pas trop ça, donc il y a le côté lecture effectivement qui est quand même sympa, mais à côté de ça, bon voilà, le matériel est plutôt chouette, et malgré le fait que oui, effectivement toutes les cartes, comme le dit Ludo, on peut pas toutes les prendre, mais il y a quand même ce petit dilemme. Oui, c'est un petit dilemme. On est sur un jeu familial, on est sur un jeu vraiment tout public. Et ce côté petit dilemme, quand je vais prendre ma carte, de dire ok, celle-là elle m'intéresse éventuellement parce que ça me permettra de faire une collection plus grande parce que la valeur est supérieure. Donc évidemment, je vais faire une collection plus grande parce que
le scoring est à peu près exponentiel, donc forcément on a envie de faire une grande collection plutôt que plein de petites. Et puis aussi oui mais celle-là m'intéresserait un peu moins en termes de valeur, mais ça m'intéresse plus au niveau des ressources, parce que les ressources qu'on va récupérer sur notre carte, notre petite carte asymétrique qu'on a tous, et ben, en fonction de là où on va le mettre, en fonction de la ressource qu'on va mettre, on va scorer telle ou telle chose, on va pouvoir réussir à faire une ligne qui va nous permettre de scorer quelque chose. Donc on a quand même ce micro-dilemme de est-ce que je privilégie la valeur ou est-ce que je privilégie les ressources. Et ça, oui, effectivement, quand on est gros joueur, c'est un micro-dilemme. Mais pour le public familial, je trouve que c'est suffisant, je pense, pour amener une ambiance sympa autour de la table quand on est un joueur familial. Alors, rajouter à ça un matériel qui est assez chouette. Je suis d'accord avec les arguments de Ludo, et c'est pour ça qu'il ne rentre pas dans ma ludothèque. Mais effectivement, je suis moins dur avec, parce que pour un public familial, je pense qu'il conviendrait très très bien. On a un commentaire, merci pour ton avis, donc pas d'icône pour Adrien, un commentaire de Jouet FR29 qui nous dit « Les chroniqueurs de BGG lui ont donné une bonne note, comment l'expliquez-vous? Choc culturel ?» Mais non, mais pas du tout, mais en fait il y a des goûts qui sont différents et on le voit dans les émissions qu'on enregistre. Vous avez vu très bien que Blandine l'a fait rentrer dans sa ludothèque, Ludo non, en fait ça dépend du public et moi je trouve que ce jeu il dénote aussi de l'évolution du marché du jeu de société. Dans cette émission, vous allez voir qu'on va parler de jeux qui sont complètement différents, dont Goa. On va terminer par un jeu qui est très ancien, qui a une vingtaine d'années maintenant, et ça nous permet aussi de vous montrer l'évolution. Je trouve ça intéressant de voir que les choses ne sont pas forcément les mêmes en fonction des époques, en fonction des périodes, en fonction des gens qui jouent. J'en reviens aussi à mon avis. Je suis assez d'accord, c'était beaucoup trop long, je l'ai dit aussi dans cette partie-là, et après, ça ne va pas me déranger plus que ça, puisque moi, je suis quelqu'un qui aime bien jouer aussi à 2 joueurs. J'aime bien la configuration 2, voire 3 joueurs, et je suis beaucoup moins adepte de la configuration. Ça ne me dérange pas qu'un jeu marche moins bien, dans mon sens, à 4 joueurs, parce que tout simplement, je ne vais pas y jouer dans cette configuration-là. Si on est 4, je vais chercher un autre jeu. Là, on est dans des phases de test pour préparer l'émission, donc des fois, on fait exprès de jouer à 4 parce qu'on sera 4 à tourner derrière. Donc naturellement, on va se retrouver dans des configurations qui ne sont pas parfaites. C'était trop long. Mais c'est pas très grave pour moi, en tout cas c'est pas un critère définitif. Par contre, et c'est là que je suis particulièrement d'accord avec toi Ludo, c'est sur le manque de choix. En ce qui me concerne, moi je suis plutôt un joueur qui aime bien chercher des stratégies sur lesquelles je vais m'exciter parce que je vais programmer sur plusieurs tours. Là, à chaque tour, j'ai l'impression que je n'avais pas de choix. J'avais 4 mauvaises cartes, une bonne, une seule. Et en général, c'était celle, j'avais pas de bol sur cette partie-là, c'était celle qui prenait beaucoup de temps. Donc en gros, tant pis, je prends celle qui me fait avancer de 4 ou 5 et puis je vais attendre. Et j'ai vraiment, sur cette partie-là, moi qui suis j'attends ce dilemme, j'adore les dilemmes, j'adore hésiter entre 2 cartes, choisir, rouspéter parce que c'est pas la bonne, j'aime vraiment ça dans les jeux de société. Là, j'ai pas eu l'impression d'avoir de vrais dilemmes. J'avais une évidence à chaque fois, je prenais mon évidence, j'ai bien perdu quand même, parce que ça n'a pas fonctionné, et j'ai pas pris de plaisir du tout sur ce plan-là. Donc je serais plutôt team Ludo que team. C'est bien réparti autour de la table là, pour ce jeu-ci en particulier. Moi, ça n'a pas marché pour moi. Par contre, c'est un chouette jeu. C'est un chouette jeu visuellement. C'est plutôt sympa. C'est assez familial. Ça met tout le monde à l'aise. Je crois que j'y rejouerais en petit comité sans problème. Mais c'est pas du tout un jeu qui rentre dans ma ludothèque. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que ce que tu viens de dire, c'est dû à 2 choses? La première, c'est peut-être effectivement la configuration de la partie. Des fois, effectivement, il y a peut-être des parties où des dilemmes, tu en aurais peut-être quand même plus eu. Là, effectivement, il y a eu des configurations, peut-être le paquet, effectivement, comment il était mélangé, la partie qu'on a fait. Où vraiment, il y avait des phases où effectivement, on commence à moins 300 et les cartes qui tombent, c'est que des 1900. Bon, effectivement, c'est pas trop cool. C'est des choses qui peuvent arriver. Moi, j'ai tendance à penser que sur certaines parties, il peut y avoir un peu plus quand même de dilemmes. Et puis la deuxième chose, c'est est-ce que aussi, on est tout simplement aussi pas vraiment la cible, nous qui aimons un côté un peu plus stratégique, etc. Là, il y a effectivement, il y a peu de dilemmes. Pour moi, je trouve qu'il y en a quand même. Quand j'ai parlé de micro-dilemmes, il y en a peu. Mais c'est peut-être que justement on n'est pas forcément la cible et qu'on est vraiment sur des dilemmes qui doivent être très très simples et très basiques pour justement un public, un côté tout public. Oui, mais dans cette émission-là, on parle de quand on sort ce gimmick, est-ce que le jeu rentre dans notre ludothèque, c'est par rapport à nos goûts personnels. Donc on vous parle de nos goûts personnels. Donc effectivement là-dessus, parce que moi des jeux très très légers, j'en fais plein et j'adore ça, les jeux très très légers. Mais là, si tu veux, on a déjà une grosse boîte, on va sortir un matériel, on passe beaucoup de temps. Donc c'est un rapport entre le temps qu'on passe autour de la table et puis l'investissement qu'il y a autour du jeu. Quand c'est un tout petit jeu qui se joue en un quart d'heure, si j'ai peu de dilemmes, finalement, si
j'ai peu de choix, ça me dérange pas, parce que le jeu, il a le format pour ça. Quand c'est un jeu dans lequel, là, il y a un plateau quand même, on s'installe, on va passer du temps, ça me pose plus de problèmes, parce que tout simplement, c'est pas ce que je recherche, mais il y a plein de joueurs qui vont s'y trouver. C'est Rachel au début du live, quand à la présentation du jeu, qui a dit, je sais plus, mais elle a parlé de jeux surédités. Et effectivement, il y a un petit peu ce côté too much. Tu te prends une grosse boîte, t'as du matériel, t'as un plateau en néoprène, t'as des pièces 3D, les montres qui s'empilent, tout ça, et tu t'attends à jouer quelque chose d'un petit peu conséquent en fait. Comme tu disais, on va s'installer pour faire un jeu, et en fait ça aurait été un petit paquet de cartes, et tu serais plus indulgent sur les peut-être que j'aurais adoré, de choix. Je sais pas, j'aurais peut-être trouvé ça. Le matériel est très important dans un jeu de société. En fait, ce que tu poses sur la table, tu t'attends à quelque chose en fait, et la déception peut être forte. En rebondissant sur le chat aussi, il y a quelqu'un qui dit c'est dommage qu'il n'y ait pas ce côté évolution des âges. Alors pour le coup, il y est quand même un petit peu, parce que du coup le jeu se passe en 3 manches, 3 journées, 3 voyages, et sur chaque journée il y a 3 paquets différents. Donc on change de paquet. Effectivement, le premier paquet c'est quand même des cartes relativement anciennes, il y a peu de cartes récentes et on avance quand même dans les âges. Donc il y a quand même ce côté évolution un petit peu. Il y a du débat autour de la table, c'est ce qu'on adore dans cette émission, on l'a fait aussi pour ça. Vous êtes également là pour pouvoir participer à ce débat. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, notamment tous ceux qui ont adoré le jeu, parce qu'on en a vu beaucoup qui ont adoré le jeu, ce qu'on respecte complètement, évidemment tous autour de la table, et on est curieux d'avoir vos ressentis, ça permet de construire nos avis sur le plus long terme. Là on est quand même sur des avis c'est assez chaud, là on vient de sortir d'une partie, c'est encore tout frais pour nous. On enchaîne avec le deuxième jeu, Littoral. Tenez madame. Monsieur. C'est pas pourquoi je dis madame. Aucun sens. Ludovic Maublanc qui tient dans ses mains. Alors nous on a Seaside, c'est la version c'est vrai, j'avais pas anglaise du jeu. J'ai pas Littoral encore parce que c'est un jeu qui n'est pas sorti. Là on enregistre. Des fois il y a des jeux qui sont déjà sortis, des fois il y a des jeux qui vont sortir seulement. Et là on est en face d'un jeu parfait pour l'été, puisque il y a. Je vous ai dit, je sais pas ce que je fous ici. Je fais des trucs. On a un petit sac à l'intérieur, on a des petits jetons en bois dans ce jeu. C'est toi qui le présente, Adrien ? Donc, hop, je vous mets Adrien et puis la vidéo et je te laisse nous expliquer ce dont il s'agit. Ça va aller vite parce qu'effectivement c'est un tout petit jeu, comme tu l'as dit, c'est des jetons dans un sac, donc on a vraiment un sac en tissu qui est assez chouette, c'est un peu le jeu de voyage par excellence, où dedans on va retrouver exclusivement des petits jetons en bois. Donc pas de cartes, pas ce genre de choses, donc s'il y a du vent au camping, c'est pas grave, on peut jouer à sa peinard. Et en fait le jeu est tout simple, on va essayer récupérer le plus de jetons, celui qui a le plus de jetons à la fin de la partie aura forcément gagné. Et on va choisir chacun de notre tour un jeton dans le sac, et le jeton est recto verso, et on va devoir choisir quel côté on pose, on active. Il va y avoir 2 types de jetons, les jetons avec un petit liseré bleu comme vous voyez en dessous, c'est le premier jeton qu'a posé Martin, qu'on voit ici, ou des petits jetons à liseré blanc. Les jetons à liseré bleu fonctionnent tous de la même manière, ça va être les crabes, les isopodes et les coquillages. Et à chaque fois qu'on place un jeton comme ça, on va le placer au milieu de la mer, dans une espèce de réserve commune, donc c'est ce qui va être de la mer. Et puis on va rejouer immédiatement. Et on va rejouer jusqu'à ce qu'on active devant nous un jeton avec le côté blanc, avec ce petit liseré blanc. Et il y a plusieurs actions possibles. On va avoir par exemple l'action des rochers. Le rocher, quand on va tirer un rocher, normalement c'est la première chose que tu tires. Voilà, donc si je pose un rocher, il ne se passe rien. Si par contre je pose mon deuxième rocher, je vais récupérer tous les crabes qui sont au milieu de la mer et je vais en plus voler un crabe à un de mes adversaires. Si je récupère un bécasseau, un oiseau, à ce moment-là je vais récupérer tous les petits isopodes qui sont au milieu, je vais les mettre devant moi dans une pile. Et puis la prochaine fois que je récupérerai une pile comme ça, il faut que la pile soit de la même taille pour que je puisse la conserver. Sinon, je vais forcément garder qu'une seule pile. Autre mécanique, les plages. Quand je pose une plage devant moi, je vais récupérer jusqu'à autant de coquillages que j'ai de plage. À la première plage, je peux récupérer un coquillage. Deuxième plage, je récupère jusqu'à 2 coquillages et ainsi de suite. Et la dernière action, c'est les vagues. Quand je vais poser les vagues, je vais retourner mon jeton plage et je vais activer ce qu'il y a derrière le jeton plage. Et en plus, à la fin de la partie, celui qui a le plus de jetons plage récupère tout ce qui reste au milieu de la mer. La partie s'arrête quand le sac est vide. Celui qui a plus de jetons a gagné. Je suis allé dans les détails, on dit que souvent, en général, on va pas forcément dans les détails, on survole les règles. Mais là, en allant dans les détails, en 1 minute 30,
j'ai expliqué tout le jeu. Ouais. Et c'est, je trouve, déjà justement une force de ce jeu-là. En plus, du côté, le matériel est chouette, c'est des petits jetons en bois, c'est dans un sac. Le jeu, ça prend en 1 minute 30 et vous avez tout. C'est pas un résumé, vous pouvez commencer le jeu, vous avez toutes les informations. Il y a déjà toutes les infos. Alors, il y a un truc que tu n'as pas dit quand même, et qui est très très important. J'ai fini sur l'avis d'avant, je vais peut-être commencer par le mien du coup, vu que je prends la parole. C'est un jeu dans lequel, on l'a vu à la fin du jeu, vous avez plein de jetons devant vous et vous allez simplement faire un petit tas, prendre tous les jetons, les poser en tas et on regarde celui qui a le plus gros tas. Et en fait, pourquoi c'est très important ça ? Parce que il y a un côté hyper tactile, ça résume le côté tactile qui est essentiel dans ce jeu-là. Vous avez vraiment un contact, à la fois quand vous allez chercher le pion ou quand vous agitez à l'intérieur du sac, c'est quand vous faites votre tas à la fin avec le bruit qui est associé à ça. Regardez, hein, je fais... ASMR. Là, c'est très très important. Ça, c'est essentiel dans ce jeu-là. Parce que, pour moi, en tout cas, je vous ai dit que j'aimais bien les dilemmes dans les jeux. Il n'y a pas trop de dilemmes. Là, vous prenez une tuile, vous regardez les deux côtés, il y a plutôt de l'attente, du suspense. Mais le côté matériel, le côté tactile que l'on peut avoir sur ce jeu, crée quelque chose en émotion autour de la table. On est vraiment sur un petit jeu de l'été très simple auquel on joue en essayant de créer de l'ambiance autour de simplement un tirage au sort, parce que ça reste du tirage au sort dans un sac, hein, ça n'est que ça. Il y a quelque chose d'extrêmement simple et un gimmick de mise en place, comme nous dit Rachel tout de suite sur ce jeu-là, qui font partie du plaisir et du fait que c'est pas le même jeu qu'un autre. Des jeux dans lesquels on joue avec le hasard, il y en a des centaines. Celui-ci, il n'a pas le même matériel, il n'a pas la même atmosphère, pas les mêmes échanges avec les autres joueurs. Et du coup, c'est vraiment très très chouette. Moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu. J'y ai déjà joué pas mal de fois en réalité, parce qu'on le connaît depuis l'été dernier, puisque nous avions eu la chance de recevoir Joël Durandolph, qui nous l'avait présenté en avant-première. C'est un jeu qui est signé Brian Burgoyne, on ne l'a pas dit, et moi, il rentre dans ma ludothèque. Allez, hop, j'utilise ma petite icône. Qui enchaîne ? Je peux enchaîner si tu veux. Moi, je suis 100% d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est un petit jeu, les règles sont très simples. Est-ce que l'idée c'est d'aller très loin dans la tactique et tout ? Pas du tout. C'est simple, mais c'est juste ce plaisir de matériel. On parlait tout à l'heure de trekking, justement, où vous disiez que le matériel, justement, il est presque surédité, il y a trop de matériel, il y a trop de choses. Là, justement, le matériel, l'importance du matériel, on le voit là. C'est agréable d'avoir ces jetons. Le côté jeu de l'été où effectivement on trouve juste ce petit sac. C'est même pas c'est bête, mais c'est pas une boîte, c'est un petit sac, c'est trop cool à transporter. On met ça effectivement sur la plage, le vent on s'en fout, on place nos petits jetons, on s'amuse, ça se joue en 5-10 minutes. Il y a tout ce qu'il faut pour le petit jeu rapide, d'apéro, de vacances, qui s'apprend vite, qui joue vite. En fait c'est tout, il a juste à cocher ces cases là et je trouve qu'il coche toutes ces cases là, c'est ce qu'on attend de ce type de jeu et c'est vraiment un vraiment plaisir de rejouer à chaque fois. Nous on l'avait découvert à Cannes, notamment on jouait avec, je parle trop c'est ça à chaque fois je rigole quand je parle trop. On avait joué avec Jadou, notamment la fille de Blandine à Cannes, et alors qu'on a envie de tester plein de jeux, elle a dit tout de suite je rejoue à celui-là, j'ai dit bah non viens d'autres jeux, on a à Cannes quand même. Elle a voulu refaire une deuxième partie de celui-là. Ouais, parce que les bonnes choses, tu les ressens tout de suite en fait. Dès la première partie, tu as compris ce qui est rigolo dans le jeu, c'est ça, on insiste sur les trucs rigolos. Il y a d'autres jeux, hein, comme Trekking Through Story, j'ai pas compris ce qui est rigolo. Donc, j'ai pas fait pour ça. Donc voilà, non, franchement, c'est très chouette et du coup, il rentre clairement dans ma ludothèque. Vraiment. Allez, hop, deuxième icône. Attention, on a dit, on a une icône coup de cœur. Le coup de cœur, on le sort exceptionnellement quand plus de la moitié des joueurs autour de la table ont placé un jeu dans leur ludothèque. Donc suspense, est-ce que je vais appuyer sur cette icône ? Ludo, qu'est-ce que tu en as pensé de Littoral ? Eh ben, alors déjà, ce que tu as, en faisant le lien avec le jeu d'avant, effectivement, il y a un côté là où le matériel te ment pas en fait. Ouais. T'as un petit sac avec des petits jetons, et en vrai, le matériel est trop cool, effectivement. Et il t'annonce un petit jeu un peu chouette, effectivement, jeu de l'été, rapide et machin. Moi, c'est pas trop mon style de jeu. Donc... Et puis en plus, c'est génial quand tu pars en camping ou à la plage. Je ne vais jamais au camping et à la plage, je déteste ça. Ok ? Donc je n'ai aucun intérêt à avoir ce jeu puisque je ne sors pas de chez moi. Mais voilà, je pense que ça va. Si c'est votre kiff les petits jeux, vous allez adorer, c'est très chouette. Moi, ça rentre pas dans ma ludothèque parce que oui, bien sûr. Je sors pas de chez moi, je m'en fous. Mais ouais, vraiment très cool. Alors j'aime beaucoup. Alors il faudrait un truc de
Je le rentre pas dans la bibliothèque, mais je trouve que c'est un très chouette jeu. Il faut pas un truc, on a tout à fait Non, compris. c'est un très chouette jeu, mais... Les notes qu'on donne à l'issue des présentations de jeux, Ouais. je comprends qu'on le fasse, hein, je suis pas là pour critiquer ceux qui le font du tout, mais par contre, parfois ça efface l'avis qu'on a argumenté derrière. C'est Donc vrai. là, ton avis, on l'a pas compris, pas besoin d'icône en plus. Non, enfin là, toi, typiquement, c'est le genre de jeu dont j'aurais bien aimé avoir l'idée, pour le coup. C'est oui, simple, ouais. c'est pur, et puis le matériel est super bien développé, très beau matériel, très cool. Tu fais des jeux qui rentrent pas dans ta ludothèque ? Oui, complètement. Je n'aime pas mes jeux la plupart du temps. Voilà. Je serais pas obligé, j'y jouerais pas généralement. Donc, voilà. Le suspense perdure pour savoir si le jeu va être un coup de cœur d'un monde de jeu, s'il va décrocher la timbale. C'est Blandine qui va... Tu te rends compte la responsabilité que tu as ? J'ai une responsabilité de fou là, je ne sais pas si je vais m'en remettre. Je pense pas. Moi j'ai beaucoup aimé ce petit jeu, pourquoi ? Parce que c'est typiquement le jeu que je peux mettre dans mon sac à main en apéro entre copines. Les copines n'aiment pas trop jouer aux jeux de société. Tu peux t'en servir de sac à main. Je pourrais aussi. On a essayé, ça tient sur les oreilles si jamais. Mais c'était les mains prises. Est-ce que tu as déjà été à la plage avec des enfants quand tu tiens beaucoup trop de choses ? Eh ben, tu peux le pendre à tes Tu oreilles. fais une démonstration ou Non. non? L'avantage de celui-ci, c'est que, comme vous l'avez dit, le petit pochon est super joli, le matériel est vraiment chouette. Et en terrasse, avec un spritz, tu peux jouer avec tes copines. Tu vas bien en terrasse ? Non. Quand Non, t'arrives dans un resto, en terrasse, bah c'est moi qui dis non. Moi aussi. Moi, j'aime pas en On va terrasse. pas manger dehors comme des animaux. Voilà, on va rentrer, s'installer à l'intérieur. Ce jeu de l'été rentre dans ma ludothèque. Ah là là, pan, on a l'icône et on a évidemment pour compléter coup de cœur d'un monde de jeu de l'équipe d'aujourd'hui sur un monde de jeu parce que c'est pas toujours les mêmes équipes. Et c'est comme les jurys américains, tu sais, pour les grands jurys pour les crimes. Oui, on est un peu des criminels là. En fonction de la composition du jury que je compose évidemment avec beaucoup d'attention, on va pas avoir les mêmes ressentis. On a des coups de cœur qui sont variables. Le coup de cœur est décerné à Seaside, le nom anglais, Littoral, le nom français. C'est un jeu qui sort le 31 mai si on ne se trompe pas et que vous allez donc pouvoir acquérir si jamais comme pas moi et pas Ludo, parce que c'est vrai qu'on va pas en vacances ni l'un ni l'autre. Hein. Non. Je t'ai dit on va pas en vacances ensemble. Non, c'est vrai. Parce que Moi, je viens en vacances ici. Oui, tu viens en vacances ici, puis là, si on va aller au sommet des jeux et tu C'est viens vrai. aussi. C'est vrai, c'est vrai, Et c'est vrai. quelques endroits où on va en vacances, c'est ensemble, c'est fou ça. Alors, on aura Littoral. Bon, On jouera à l'intérieur. j'espère. Et Aline valide aussi, il nous dit sur le chat. Ouais. Allez, Aline, alors, Ça bon, renforce tu le vois, coup de cœur d'un le monde coup de de jeu. cœur est encore plus fort. On arrive à la section centrale, jingle. On va vous parler de la publicité, puisque c'est le moment où on parle de la publicité. Ah, je suis en train de ranger le jeu. Alors, pas de publicité dans cette émission, mais on continue Ça, à c'est la développer. meilleure coupure pub ever. Hein. T'imagines sur TF1 coupure pub, il y en a pas, hop, le film continue quoi. J'aurais Génial. pu en faire une aussi, parce qu'on a évidemment pas mal de partenaires, on a des possibilités, mais simplement, on s'est dit que dans cette émission-là, c'était bien de faire le point aussi, puisqu'on t'a, Blandine, c'est toi qui travailles sur ce sujet-là en particulier, c'est bien de faire le point aussi sur les projets qu'on a en cours et qu'on va préparer. On a un gros événement qui aura lieu à la fin du mois de juin. Tout à fait. Si tu veux en dire deux, je te lance. On l'a déjà annoncé dans nos Twitch respectifs. Fin du mois de juin, on va prendre la voiture, on va se déplacer, on va pas rester dans les studios, on va tourner aussi un petit peu à l'extérieur, on va aussi revenir pour tourner dans les studios, on fera du Twitch, on va se balader en Franche-Comté. Pas en Franche-Comté, on va se balader dans le département du Doubs. Oui, encore plus précis que ça, Plus exactement. précis parce que on a réduit géographiquement pour pas faire beaucoup trop de voyages, mais effectivement on a des partenariats qui se montent au-delà du milieu du jeu pour faire découvrir des jeux de l'été qu'on pourra emporter partout dans notre sac à dos. Voilà, il y a deux volets à cet événement. Évidemment, il y a le côté partenariat, tu en parles parce que c'est toi qui es chargé particulièrement de trouver des partenariats. Nous, on s'en occupe moins. On dit, tiens, Blandine a bien travaillé, il y a des partenariats. Et puis, par contre, l'événement, tous ensemble, toi aussi, on est en train de le construire, l'événement que vous allez pouvoir suivre. C'est fin du mois de juin. Alors, la semaine, je ne l'ai pas par cœur, mais c'est... Du 24 au 28. Ouais, Ah là, quel professionnalisme. Nous allons nous promener en Franche-Comté, on va prendre notre petit sac, on va prendre des voitures, on va visiter différents lieux. Donc l'un des objectifs de cet événement-là, c'est de se promener, tout simplement. C'est de vous montrer ces lieux, parce qu'on aime bien la région. On est en train de croiser tous les doigts partout pour qu'il fasse pas trop moche. C'est pas grave, hein, s'il pleuviote et tout, parce que c'est des lieux dans lesquels il y a des intérieurs aussi. Oui, Donc normalement, il y a c'est- des plans de secours. Voilà, Oui. il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais quand même, on a envie de montrer aussi des beaux ciels bleus de temps en temps. On va se balader, on va surtout montrer les lieux
temps en temps, on sortira un jeu, on y jouera, on va faire des formats qui sont un peu vlog, parce que vous n'allez pas suivre ça en direct, évidemment. Le jeu est presque un prétexte, là, pour le coup. C'est le cœur de la chaîne, donc on vous en parlera. On va faire notre sélection traditionnelle des jeux de l'été. On l'a fait assez régulièrement. Et on va le faire avec Ludo. Ludo, Oui. tu vas sortir C'est On ça. va avec t'emmener, nous. Ludo. Ouais, je vais avoir un grand chapeau et vous savez, la crème solaire sur le nez, là, et des grosses lunettes. Qu'est-ce qui se passe? Alors, non, mais je sors aussi, hein, c'est bon. Mais oui, non, mais ça va être très drôle. On va se balader. Ça fait très Et en longtemps fait- qu'on a envie de se balader, de se promener et de voir des choses. Qu'est-ce que Ouais, t'as derrière On la tête essaye, non, mais on essaye de trouver des activités pour les aussi personnes âgées? qui soient sportives, Ouais. culturelles. Enfin voilà, c'est vraiment découvrir la région, vous montrer que c'est une région formidable et que vous pouvez venir en vacances, vous y promener et vous pouvez jouer parce qu'il y a plusieurs tables de jeu à chaque fois dans les différents lieux, chose qu'on ne sait pas forcément quand Oui. on va visiter un endroit. On en a pas mal dit. On va continuer à vous teaser autour de cet événement. C'est le moment de vous reparler de jeux de société. Vous regardez cette émission pour ça également. On enchaîne avec, cette fois-ci, on va vous parler de bananes. Transition banane. Transition banane. Oui, non, il n'y avait pas de transition. Je ne sais pas si tu as remarqué. C'est quand il n'y a pas de rapport avec la phrase d'avant, c'est pas une transition. C'est vraiment rien. Il n'y a rien du tout. Puerto Banana. Ça, alors, c'est un jeu qui est déjà sorti il y a quelques semaines. Puerto Banana. On ne l'avait pas traité encore. Et au moment où on a cherché la liste des différents jeux dont on souhaite parler, on s'est dit, Puerto Banana, on n'a pas parlé. Ça serait peut-être bien de le remettre un petit peu en avant. C'est un jeu dont j'ai pas... Là, tu vois, contrairement au premier jeu dont on a parlé aujourd'hui, je n'ai pas vu beaucoup de posts sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas l'impression que ça soit le gros succès du moment, mais en fait... Alors, quand on joue à un jeu, on se pose toujours la question de savoir si ça correspond au public. Et parfois, c'est un peu absurde, cette réflexion-là. On devrait tout simplement se demander si on a du plaisir à y jouer. Et c'est un jeu qui m'interpelle sur certains aspects. Je me pose des questions, je vous en parle, et puis on vous donne notre avis juste après. Hop. À l'intérieur de cette petite boîte de Puerto Banana, vous allez trouver, donc c'est un jeu qui est signé par Mats Emil Christiansen, vous allez trouver un matériel qui est très simple, quelques crayons, des ardoises, une ardoise centrale qui sera posée au centre de la table avec une valeur de banane qui arrive dans un conteneur qui va falloir se partager. On est sur le dock et le contenu de ce sac, il va falloir l'échanger. Vous aurez aussi un petit plateau individuel, celui sur lequel vous allez marquer une valeur, par exemple ici 3. On écrit 3 sur son plateau individuel, c'est la somme que l'on propose pour récupérer le conteneur de 10 bananes qui est proposé autour de la table. Les autres joueurs jouent également. Un joueur peut indiquer 12, un autre, celui qui est caché sous mon écran, a indiqué 42. 42, c'est beaucoup trop, 42. Donc tout simplement, il ne va pas pouvoir récupérer ce stock de bananes. Pourquoi c'est trop ? Parce que pour récupérer le stock de bananes qui est indiqué au milieu de la table, il va falloir qu'il donne la différence entre le montant qu'il a annoncé, accrochez-vous, parce qu'il faut bien que je l'explique, la différence, je fais une petite pause dans la vidéo, la différence entre le montant qu'il a annoncé et la valeur du deuxième joueur autour de la table. La deuxième valeur, ici, elle était de 20. 42 moins 20, ça fait 22. Il faudrait payer 22. Même en gagnant le stock de bananes qui est au centre de la table, qui est de 10, il aura un total de 20 avec les 10 bananes qu'il avait initialement. Il ne pourrait pas payer 22. Donc il a trop misé, il a trop enchéri pour pouvoir récupérer la totalité. Ensuite, on efface son montant et se retrouve avec 0. En plus, il est puni d'avoir fait une trop grosse mise. C'est les autres joueurs qui vont être dans le système d'enchères. C'est un jeu dans lequel il y a un peu des enchères. Je prends un peu de temps parce qu'il faut essayer d'expliquer à peu près correctement, même si je me doute que certaines personnes vont être lâchées dans l'explication. C'est pas simple, il y a un petit côté un peu mathématique et c'est peut-être l'un des défauts du jeu. C'est pas si simple à expliquer, c'est pas si simple à expliquer en boutique. Les autres joueurs, donc je rappelle les montants qu'ils avaient mis, il y avait un 12, il y avait je me souviens plus, 20. Un 20 et un 3. C'est le joueur qui a misé 20 qui va remporter le stock de mana au centre de la table, donc 10. Il avait déjà 10, ça lui fait 20. Il va devoir payer la différence entre lui et le deuxième c'est 12. Donc 20 moins 12, ça fait 8. Donc qu'est-ce qu'il récupère ? Seulement 2 en réalité. Et il va donner les 8 autres bananes au troisième joueur, donc qui avait misé 12. Et donc celui qui aura le plus gagné, ça sera le troisième, puisque 12 plus 8... Enfin, 10 plus 8, il avait 10, il gagne 8. J'ai l'impression de me mélanger un peu, je suis désolé. Il y a un côté comme ça. Vous aimez les maths? Justement. Mais c'est pas des gros maths, non. C'est assez difficile à expliquer. Et en fait, l'explication que je suis en train de vous faire, qui n'est pas si limpide que ça, elle révèle la difficulté qu'on peut avoir sur ce jeu à l'expliquer et en même temps le côté malin qu'il y a à l'intérieur.
On commence ensuite un tour suivant. On va prendre le plus gros montant parmi tous ceux qui ont autour de la table récupéré des bananes. Là, c'est 18. Et on refait un tour. Le premier qui a 200 bananes l'emporte. Je me doute que vous n'avez pas tout compris. C'est pas grave. Ça révèle tout simplement la difficulté qu'il y a sur ce jeu qui est un peu mathématique. Il faut à la fois avoir compris la subtilité de cette enchère qui est complètement libre autour de la table. Si vous voulez enchérir à 300, vous avez le droit d'enchérir à 300. Simplement, ce que vous devrez payer, c'est la différence entre votre enchère et le deuxième joueur. Juste ça, si jamais vous êtes premier, puisqu'il s'agit d'un jeu d'enchères. C'est mathématique. C'est à la fois pas simple à expliquer et en même temps, le fait d'avoir du mal à l'expliquer, ça vous résume la difficulté, je pense, que les vendeurs ont eu à pouvoir le vendre dans boutique. Comment vous faites pour expliquer ça ? Le jeu est très simple en lui-même, mais comment vous faites pour transmettre ce petit système original ? Il faut des gens très doués, je pense, en boutique. En vrai, il faut faire une première partie. En fait, quand tu fais une première, tu peux. C'est difficile. Il y a quelquefois des boutiques qui ouvrent des jeux qui proposent, même c'est pas évident à expliquer aux gens clairement. Et alors, faut dire, je ne l'ai pas dit, mais au dos du plateau, vous avez du plateau central, vous avez une aide de jeu pour bien comprendre, parce que les éditeurs ont eu conscience qu'il y avait une vraie difficulté de compréhension autour du système de jeu pourtant très simple. Donc, il y a une aide pour ceux qui sont vraiment pas au point, qui ont du mal à comprendre comment ça marche, dans laquelle vous allez écrire les différents montants pour essayer de comprendre ce qu'il faut payer et qui remporte l'enchère. Et cette aide, moi, je la trouve incompréhensible. Alors moi, je pense que je me dis si elle fait pas plus peur qu'autre chose. Bah oui, mais c'est ça, c'est comme mon explication là tout de suite. Je m'excuse auprès de l'éditeur parce que j'ai sans doute pas été très bon. J'en ai conscience, mais en même temps, c'est pas évident. C'est toi qui l'as dit, c'est pas évident. C'est pas simple, ouais. Et pourquoi on présente ce jeu ? Parce que ça fait quelques semaines qu'on l'a et qu'on y joue de temps en temps. Tout simplement parce qu'au fil des parties, et en enchaînant des jeux qui nous ont moins plu, on s'est dit, mais en fait, celui-ci, moi, ça me fait plaisir d'y rejouer. Il y a quelque chose, moi, qui m'interpelle dans la mécanique, qui me plaît bien, auquel j'ai vraiment plaisir. Est-ce qu'on s'amuserait pas, pour mieux le comprendre, on s'amuserait pas à faire un tour de jeu là-bas ? Allez, on y va. Pour moi, les gens comprendront mieux sans doute. Mais exactement. L'avantage, c'est qu'en plus, on a déjà fait une partie avec Ludo, et du coup, je sais comment jouer avec Ludo. Imaginons. La première partie, je me suis fait on en parlera après. Imaginons, on est en milieu de partie. Ouais. Tu vois, t'as déjà, je vous impose. Moi, j'ai 50 déjà. T'as 50, Ludo. Ok, ça marche. C'est le premier 200 qui a gagné. T'as 50. Ouais. Blandine, elle a 79. Elle a super bien joué. Moi, je suis nul. Toi, t'es nul. Moi, je suis nul. T'as 12. Ouais, 12, c'est nul. Ah, je suis heureuse en plus. 18. Ah non, je te mets 12, tu vas avoir du mal à enchérir. C'est heureuse. Non, même pas en fait. Parce que tu retombes à 0 quand tu loupes une enchère. Donc je te mets 18. Allez. Est-ce que tu pars en banane navire ? Ça change rien. Et moi, je me mets 44. Voilà. Complètement au pif. Et l'enchère au milieu, c'est toujours la plus forte valeur autour de la table, donc c'est 79. On fait des stylos. On va tous faire une seule enchère et on va voir qui l'emporte. Attention. Et là, vous allez bien voir comment ça fonctionne. C'est le meilleur moyen pour bien comprendre. Oubliez mon explication d'avant. Regardez ce tour de jeu. C'est pas évident parce que c'est un jeu qui joue beaucoup. En fait, on joue surtout la table. On joue les gens autour de la table. Oui. Et au fil des manches, on a commencé à comprendre comment jouent les gens, comment les gens autour de la table jouent. Et en fait, ça fait partie de ces jeux où le moteur du truc, le moteur de l'ambiance, le moteur des sensations, c'est plus les gens que le jeu en lui-même. Et c'est ça, moi. Et c'est de redémarrer comme ça au milieu d'un truc. Le premier tour face à toi, je me suis dit, je comprenais pas, mais pourquoi tu mets autant ? En fait, quand t'as compris, tu t'adaptes. On est prêts ? Alors, on a tous marqué un montant. 132 pour Ludo, j'ai mis trop. Alors, on a un 99, je vous l'ai dit, parce qu'on peut mettre la vidéo, mais ça ne sert pas à grand-chose. 99 chez Adrien, 90 chez Blandine, et 132 chez Ludo. Donc en fait, tout simplement, est-ce que ma vidéo... Donc là, on a l'impression que j'ai mis beaucoup parce que j'avais que 50 et quelques bananes dans mon stock, 50. Ouais. Donc j'ai mis beaucoup par rapport à mes 50. Et tu dois payer 30 ? Et je dois te payer 30. Parce qu'on fait la différence entre le premier et le deuxième. Voilà. Donc tu vas me payer 30. Ouais. Moi, je vais monter à 132, très bien. Ouais. Mais toi, tu vas gagner 79 moins 30. Moins les 30 que je t'ai donné. 49. Voilà. 49 plus 50, tu vas monter à 99. 99, finalement, tu reviens complètement dans la partie. Et là, tu largues Blandine qui reste avec son 79. Il est nul, Adrien. La preuve, regardez comme je suis nul, c'est-à-dire que t'es deuxième avec 102, je troisième avec 99. À 3 bananes près, j'étais bien. Eh bah oui, mais c'est du guessing. Le jeu est souvent comme ça, et c'est ça qui fait râler, c'est ça qui fait l'ambiance. C'est oh là là, mais si j'avais mis 3 bananes de plus. Et des fois, tu te dis, bah allez, vas-y, je vais mettre beaucoup. Et les autres ont mis moins, et là, tu te retrouves à pas pouvoir payer. Et donc, tout est sur cette sensation de comment je sens la table,
qu'est-ce qu'ils vont mettre. On est plus sur un jeu de guessing Ouais, c'est que ça. d'enchères. Enfin, de toute façon, l'enchère, c'est toujours un peu du guessing, parce que Bien tu sûr. dois estimer ce que les autres vont réussir vont être capables de mettre. Mais voilà, on est vraiment dans ce... Et il y a, alors le ce guessing, jeu. je suis pas toujours très client parce que parfois c'est du guessing où tu t'es pas acteur de ton guessing en réalité. Tu as juste une carte, tu la joues pas, ou tu bluffes autour de ça. Là, tu es vraiment acteur de tout. Tu vas mettre le montant sur. C'est toi qui vas le choisir. Donc tu es acteur de ce qui se passe et. Alors, finalement, tu maîtrises pas ce que les autres vont mettre, mais tu essayes de le deviner. Il y a un côté à la fois satisfaisant et c'est un jeu qui peut générer de l'ambiance, même s'il y a des maths derrière. Ça peut très très clairement générer un petit peu d'ambiance autour de la table. On peut se moquer d'Adrien qui vraiment encore n'a rien gagné. Mauvais. Et ça va très très vite. Hein. C'est un tout petit jeu. Là, on est dans la catégorie des jeux de l'été aussi. Moi, c'est un jeu que je suis content d'avoir. Alors, je suis au moment de le mettre dans la ludothèque ou pas, je suis un peu perturbé parce que le problème, c'est que j'ai l'impression que ça va pas marcher avec beaucoup de monde. Donc c'est clairement un des défauts du jeu et ça, là-dessus, je ne veux pas vous mentir. Par contre, s'il y avait que des joueurs de mon type autour de la table, je pense que clairement, de temps en temps, allez, on se fait un... Entre Martin, vous auriez il peut bien. y avoir... bah oui, mais en fait, ça rentre aussi en... Les jeux qu'on choisit dans sa ludothèque, c'est par rapport à son public. Est-ce que le public avec lequel je joue, bah, clairement, là, j'ai pas senti que Aline s'est éclatée sur ce jeu, j'ai pas senti que Blandine s'est éclatée sur ce jeu. Je sais pas, j'en sais rien, tu vas nous dire ton avis. Il y a des choses que Ludo, je sais pas encore, on va découvrir les avis. Alors, je le mets ou je le mets pas? J'ai envie de le mettre. Alors, Faut te faire plaisir. Voilà, je le mets pour moi, mais en vrai, j'ai pas les joueurs pour y jouer. Voilà l'avis nuancé que je vous donne sur ce jeu-là. Et ouais. Je vais enchaîner du coup. Donc oui, effectivement, il y a le jeu va être assez clivant pour les gens. Il faut vraiment, si vous avez l'occasion de faire une partie pour vous faire une idée, il faut le faire. Notamment, donc à l'atelier, à la cafetière où on travaille avec Antoine Boza, Corentin Lebras et toute la bande, le jeu a clivé énormément en fait. Vraiment, il y en a une moitié qui trouve ça génial et une autre moitié qui trouve ça complètement débile. Et moi, alors je sais pas si je dirais génial, mais moi j'aime beaucoup ce genre de truc, parce que c'est une idée toute simple et on va pas jouer le jeu, on va jouer les gens en fait, et il faut juste jouer avec les bonnes personnes et les gens qui vont kiffer ce genre de jeu. Il y a un peu de calcul, mais il y a toujours à la table un gars qui adore le calcul mental. Je sais pas, je vous ai remarqué. Si vous l'avez pas remarqué, c'est que c'est vous. Le gars qui fait toujours les calculs de tête, qui dit, dès qu'un joueur dit alors j'ai gagné 128 plus droite, puis il y en a un qui fait 152. Voilà. Il y a toujours quelqu'un autour de la table, c'est toi. Ah merde. Voilà. Et donc il faut avoir ce gars-là autour de la table, et puis ça va enlever le seul problème du jeu, c'est qu'il faut faire des soustractions et c'est un peu chiant. Mais non, ouais, ça moi j'aime beaucoup. Et il est dans ma bibliothèque puisqu'il est dans ma valise, je l'ai ramené. Eh ben, il rentre dans la bibliothèque de Ludovic Maublanc. Je savais même pas en fait. J'ai dit n'importe quoi parce qu'Aline a marqué dans le chat qu'elle n'y a pas joué en fait. Donc je mélange mes souvenirs. Dans le chat, les gens font le rapport avec QE, qui est également un jeu d'enchères libre. Mais c'est en fait, QE est un vrai jeu d'enchères entre guillemets, où enfin voilà, où il y a une vraie notion de collection qui est un jeu sérieux, on va dire. Là, on est vraiment dans un jeu sous couvert d'enchères, c'est vraiment un jeu d'ambiance en fait. Et on va se faire des oh putain, t'as mis 3 de moins, mais c'est pas possible. Et puis le moment où tu craques ton slip, les autres ils ont mis 12. Tu fais mais non. Enfin voilà, on est plus dans en fait, c'est un jeu d'ambiance pour les matheux. Les gens qui n'ont pas peur des maths. En fait, c'est pas pour les matheux, parce que c'est pas très compliqué en mathématiques. C'est plutôt pour les gens que ça ne dérange pas. Parce qu'il y a un rapport au nombre de manière générale, et puis il y a un rapport aux enchères. C'est un jeu d'enchères aussi. Là, on est parti dans la section jeu d'enchères, parce qu'on va parler d'un autre jeu d'enchères juste derrière. Est-ce que. Blandine adore les jeux d'enchères. Non, mais je ne sais pas. Et puis les maths aussi. C'est à elle de le dire en fait. Blandine, qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, alors moi je voudrais quand même préciser que j'aime beaucoup ces boîtes bleu orange à clapet. Ah, c'est mauvais signe quand ça commence comme ça. C'est très sympa, je trouve que l'édition est très belle. Non, les vraiment, petites bananes, le container, pointe aux bananes, ça donne envie de danser quand même, ça fait très été. Les petites bananes à l'intérieur, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire des trucs dessus. Mais malheureusement, pour moi, les jeux d'enchères et les mathématiques, c'est deux choses qui ne collent pas. Ça ne va pas avec moi. Je ne prends pas plaisir. Je le savais un peu, pardon, mais j'aurais pas dû en fait anticiper ton avis. Mais je prends pas plaisir du tout. Mais grand nombre de jeux aux enchères, je suis désolée, c'est pas du tout pour moi. Et heureusement qu'il en faut pour tout le monde. Alors bien sûr, évidemment. Mais le côté banane est très rigolo. Moi, j'adore les bananes, donc je suis déçu. J'aurais aimé mettre un jeu de bananes dans ma ludo, mais non. J'ai cité le nom de l'auteur, j'ai pas cité le nom de l'illustrateur, c'est Simon Douchy, comme pas mal de jeux chez Blue Orange, puisqu'il fait partie de l'équipe de Blue Orange. C'est très efficace en termes de matériel, ça fonctionne. Là-dessus, on n'en a pas parlé parce que tout simplement, ça marche bien. Alors moi, pour le coup, je suis friand
de jeux d'enchères, je suis friand de jeux de bluff, et je trouve, comme a dit Ludo, que l'idée est vachement bien. L'idée guessing, ça dépend effectivement du joueur, il y a un côté ambiance, etc. Par contre, le côté maths, justement, même si effectivement il est léger, entre guillemets, c'est juste une soustraction, mais ça fout quand même un peu le Bronx quand même. Et c'est souvent compliqué, tu l'as dit Martin, en fonction des joueurs avec qui tu joues. Et c'est un jeu qui, je pense, est très compliqué à sortir. Nous, quand on a déjà joué avec des gens qui disent, mais... quand on leur explique, bon, déjà ils sont un peu perdus, et quand on fait les calculs, ils disent, mais en fait je sais pas quoi faire. C'est-à-dire, nous on a quand même effectivement un petit peu l'idée de ce qu'on fait, l'idée c'est effectivement de mettre juste un petit peu plus que l'autre, Oui. mais la plupart des gens vont être dérangés par. Ils vont pas essayer de faire juste ça, ils vont essayer de comprendre ce qu'ils font, ils vont essayer de comprendre la valeur, ils vont se perdre, et en fait ils vont pas s'amuser. Et l'amusement, sur la plupart des gens, il va être un petit peu limité par ça, et du coup, même si nous on aime bien, du coup notre amusement aussi à nous va être un petit peu embêté. Alors, même si paradoxalement, la première partie qu'on a fait, on s'est beaucoup amusé, justement parce que c'était là où on a joué notamment avec Mathieu de Blue Orange qui nous a montré le jeu, et en fait on comprenait rien à ce qu'il nous expliquait parce que justement il s'est servi de cette aide de jeu et on était mort de rire parce que justement on se dit mais qu'est-ce que tu racontes chaque fois qu'il y a le calcul. Donc pour le coup on a rigolé pour nous, c'est C'est l'avantage. ça. Mais pour le coup on n'a pas forcément rigolé entre guillemets pour la bonne raison, on a fait une bonne ambiance, mais voilà, le côté mathématique et tout m'a un peu gêné, et je sais qu'il gêne les joueurs avec lesquels je joue. Vous avez parlé de QE, j'avais prévu justement de parler de QE parce que moi il me fait beaucoup penser à QE, alors en très très léger. Un jeu qui est publié par le Lucky Duck Games en version c'est française, QE en fait. C'est ça, QE, c'est ça, QE si on dit. Moi l'accent anglais. On le dit en français, donc voilà. Mais alors attention, oui, QE c'est pas le même public, là on est sur quelque chose de très familial, très ambiance. QE, même si c'est pareil, c'est un peu plus technique, c'est quand même un peu plus voilà. Mais on rentre dans moi ce que j'aime, le vrai guessing c'est pareil, c'est un petit peu des unités arbitraires, c'est nous qui décidons les unités. Autant que QE c'est un jeu qui me plaît, et c'est le type de jeu qui me donne satisfaction. Celui-ci, le côté problème entre guillemets avec les maths m'a vraiment trop bloqué, Oui. et du coup il rentre pas dans ma bibliothèque pour cette raison-là, même si effectivement l'idée de base et en fonction des gens avec qui tu joues, tu peux quand même t'amuser, mais c'est trop limité je trouve. Voilà, Puerto Banana, c'est un jeu qui est sorti il y a quelques semaines, qui mérite, je pense, d'avoir cet éclairage, de le présenter quand même malgré tout, puisque déjà, on l'a rentré dans notre bibliothèque, Ludo, et franchement... Je pense que le truc qu'on pourrait dire aux gens, c'est que si vous avez l'occasion, faites une partie, oui. soit vous allez trouver ça excellent, soit vous allez détester immédiatement, et vous saurez du coup, si c'est fait pour vous ou pas. Mais c'est assez clivant, enfin voilà, c'est soit vous allez rentrer dans le truc et la partie va être chouette et vous allez tous vous amuser, soit vous allez trouver ça absolument incompréhensible et nul. Et ça c'est normal entre guillemets, c'est que le jeu est comme ça, il est très très clivant. Mais dans tous les cas vous aurez la banane. On enchaîne, on continue nos voyages dans le temps parce qu'on a commencé à voyager dans l'histoire. Cette fois-ci, on va remonter 20 ans en arrière pour retrouver un vieux jeu. On le faisait de temps en temps dans cette émission, revenir sur des grands anciens. C'est ta faute, hein, Ludo. C'est vrai. C'est à cause de toi qu'on va parler de Goa. C'est vrai. Là, pour le coup, c'est une vraie transition. Ah bah oui, c'est une vraie transition, mais avec le premier jeu. Le premier jeu dont on a parlé, retour en arrière, Goa. Une nouvelle expédition, alors c'est une vieille boîte que j'avais dans ma ludothèque à laquelle tu as rejoué il n'y a pas très très longtemps. Quand je t'ai dit, tiens, on ferait bien, ça fait un moment qu'on n'a pas fait des vieux jeux, on en a fait quelques-uns, si vous remontez dans les archives de la chaîne, on a parlé de Medina, on a parlé de plein de trucs. Goa, tu as rejoué. Ouais. C'est toi qui vas nous en parler, du coup, je pense. Donc effectivement, on fait une fois par an un week-end jeu où on ne joue qu'à des très vieux jeux, enfin des jeux qui ont au moins 20 ans. C'est c'est la limitation de ce week-end, ça s'appelle les vieux qu'on ludiques, et on ne fait que des jeux qui ont plus de 20 ans. Et donc cette année, c'était l'année de Goa, puisque c'est exactement il y a 20 ans que Goa est sorti. Et donc on a rejoué à Goa, j'avais souvenir que j'adorais ça, et effectivement, là, c'était trop bien. Donc là, on voit sur la vidéo le plateau de jeu, tout le matériel. C'est un jeu, effectivement, un peu d'enchères, je suis désolé Blandine. Il y a une première phase de jeu où on va, avec un système d'enchères extrêmement malin, acheter des tuiles. Et dans un deuxième temps, on va se servir de ces tuiles pour développer sa compagnie. Est-ce qu'on joue une compagnie, un peu compagnie des Indes, où on va aller en Inde commercer des épices. Et grâce à ces épices, on va pouvoir développer son plateau personnel qu'on est en train de voir là. Le jeu est assez limpide en fait. On a 5 actions dans le jeu qui correspondent aux 5 colonnes de son plateau. Et il existe une 6e action qui permet d'améliorer une colonne du plateau et de faire cette action mieux qu'avant. Et donc tout le jeu c'est un jeu de développement où au début on fait ces 5 actions de manière un peu nulle. Voilà, quand je veux avoir un bateau, j'aurai un bateau. Alors que quand je serai au maximum, j'aurai 6 bateaux à chaque fois. C'est génial. La première colonne qu'on voit là. La première colonne qu'on voit là. Et donc il va falloir abaisser ses cubes pour augmenter son niveau. Ça c'est un peu contre-intuitif, mais voilà. Et on va développer sa compagnie. Et en fait, il y a
c'est pas des salades de points comme beaucoup dans les jeux actuels où on va mettre des points de partout. Ces points de victoire, c'est grosso modo son plateau. Est-ce qu'on s'est bien développé ? On va faire des points. Est-ce qu'on n'a pas réussi à se développer ? On fera moins de points. C'est vraiment hyper simple. Le comptage des points, ça vous a un peu surpris, je crois, à la fin de la partie. On a dit, allez, vas-y, on compte les points. Regarde ton plateau, t'as tes points. Voilà, tu as juste à faire quelques additions et c'est fini. Les deux aspects géniaux, enfin les deux grandes phases du jeu sont vraiment excellentes. La partie d'enchères, c'est une enchère assez maligne où chacun, à son tour, on va proposer quelque chose aux enchères sur le plateau. Et c'est à un seul tour de table. Et le premier joueur, celui qui a lancé l'enchère, il va avoir le mot de la fin et il va pouvoir acheter à la banque l'objet qu'il a mis aux enchères ou alors prendre l'argent du joueur qui a mis la plus grosse mise. Et ça, c'est un système d'enchères super malin. Parce que même si on veut pas vraiment le truc, on va quand même mettre une certaine somme pour pas que le premier joueur, il l'ait gratuitement ou il l'ait pour rien. Donc ce choix-là, déjà, il est super intéressant. Et puis après, la partie développement, elle est assez limpide et assez évidente. Vraiment, quand j'y ai rejoué, je me suis dit, mais pourquoi on ne joue pas que à ça ? Pourquoi depuis 20 ans, les gens ont fait des jeux ? Ça n'a aucun sens. Gardons nos vieux jeux qui sont trop bien. Et voilà. Donc après, tous les jeux d'il y a 20 ans n'étaient pas bien. C'est-à-dire qu'il est passé à travers 20 ans de tamis et il est encore là. C'est que c'est vraiment une valeur sûre, quelque chose de solide. C'est un Rudiger Dorn. C'est un auteur que j'aime particulièrement. Ouais. Rudiger Dorn, il a fait des jeux beaucoup plus légers. Ça fait partie de ses plus gros en réalité, Goa, parce que les autres qu'il a fait derrière sont en général des jeux avec une mécanique ultra simple. Et la mécanique est simple. Et la mécanique est bonne. Ce système d'enchères. Alors, on parle d'enchères. Ça reste de l'enchère qui est relativement légère parce que c'est à un seul tour de table, donc il ne faut pas se tromper évidemment. Il y a toutes les difficultés qui se. Je vois que tu me regardes en coin, Blandine. non, c'est simplement un seul tour de table, parce qu'il y a des enchères où on peut faire plusieurs tours de table, c'est technique, il ne faut pas se planter, etc. Là, il y a une certaine technicité dans la mesure où tu ne vas faire qu'une seule annonce, qu'un seul montant, donc il faut donner le bon montant. Mais le tour de table va dépendre de l'enjeu que tu as, c'est un peu comme au poker, ça va dépendre de ta place dans le tour de table. Si tu es premier joueur, il y a peu de chances que tu gagnes l'enchère parce que d'autres vont surenchérir, tu vas simplement donner la couleur, c'est possible de l'emporter, mais c'est plus compliqué. Si tu es dernier joueur, tu as le dernier mot. C'est plus de l'enchère quand tu es dernier joueur, c'est simplement voilà le prix, est-ce que tu le prends ou pas, en donnant plus. Donc tu as quand même différentes dimensions à l'intérieur. Et puis derrière, c'est très épuré en réalité, les différentes mécaniques qu'il y a derrière. Alors après, on est sur un jeu de 2 heures, on va dire. Donc on est quand même sur du gros jeu, en temps de jeu et en investissement, etc. Mais on n'est pas dans du jeu à surcouche. Maintenant, les gros jeux actuels, ça va plus être des jeux avec 1000 règles, empilées les unes sur les autres, et où on va passer plus de temps à se dire, attends, c'est quoi la règle ? Comment je fais ? Enfin, on va plus passer plus de temps à apprendre la règle qu'à jouer. Là, une fois qu'on a fait un premier tour de table, et je l'ai senti quand même, le premier tour de table, vous étiez un peu perdu de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'on fait. Et voilà, une fois que le premier tour de table est passé, ok, j'ai compris ce que j'ai à faire, on a 3 actions par tour, c'est assez limpide. C'est ce côté tableau, en fait, entre guillemets, où il faut qu'on comprenne effectivement où on met nos enchères sur effectivement ce tableau, il y a toutes les tuiles. Mais effectivement, une fois qu'on a fait le premier tour, qu'on a vu comment ça fonctionne au niveau des enchères, les valeurs qu'on met, après, il n'y a pas une fois, enfin je sais pas, je crois, il n'y a pas une fois où on t'a redemandé un point de règle. T'as pas dit, alors attends, tu m'as dit que... Alors éventuellement les tuiles, comprendre ce qu'elles font, chacune des tuiles, mais je veux dire, sur la mécanique de base, il n'y a pas une fois où on revient sur les règles en fait. C'est assez accessible. Et ça, c'est très agréable. C'est pour ça qu'il ne faut pas critiquer les jeux très complexes, parce que souvent j'entends dire sur les jeux actuels, ça c'est trop complexe, il y a 20 ans on savait faire des jeux beaucoup plus simples. C'est pas vrai, c'est simplement une question de goût. S'il n'y a pas d'acheteurs pour des jeux complexes, il n'y a pas de jeux complexes, c'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui on est plutôt dans une tendance où les jeux se simplifient énormément. Un Goa, je suis pas sûr que ça soit possible dans cette catégorie-là de trouver un public pour un éditeur qui se dirait, en regardant notre émission notamment, parce qu'on sait qu'on est très inspirant pour les éditeurs, celui-là il est disponible, vous ne le trouvez pas en boutique, vous pouvez pas le racheter si ce n'est sur Ocasio, pas cher d'ailleurs, j'ai vu 3 boîtes entre 10 et 20 euros. Pour ceux qui regardent l'émission, jetez-vous dessus. Si jamais on vous a séduit sur la présentation de ce jeu, c'est le moment d'aller faire un petit tour sur Ocasio et puis éventuellement de vous prendre l'une des dernières boîtes qui restent en bon état, chouette. C'est le site de vente aux enchères. On nous cite sur le chat d'autres jeux qui sont signés par Rudiger Dorn, moi qui est un auteur que j'aime vraiment beaucoup. Merci à Timo Rage qui a été regardé. Karuba, il est dans ma ludothèque. Las Vegas, super il est dans ma ludothèque. Très, très Luxor, bon jeu. j'ai bien aimé mon Luxor. Alors j'ai un peu moins les 2 autres, mais Luxor, il est aussi dans ma ludothèque. C'est vraiment un très très bon auteur. Rudiger Dorn ne fait pas tant de jeux que ça, mais en général, ce sont de très bons jeux. Le meilleur d'entre eux, c'est Las Vegas et donc peut-être Goa. Ludo, je mets l'icône. Oui, directement, c'est fait.
hop, il est dans la bibliothèque de Ludo. Moi, j'étais très content d'y rejouer. Bon, il y a un petit côté loterie sur le début de la partie. Ah, il y a effectivement une mécanique de jeu hasardeuse. Ouais. Voilà, tout le jeu est vraiment sans hasard, à part les enchères où autour de la table, peut-être qu'un joueur va faire quelque chose d'inattendu, proposer une somme trop affolante, et voilà, on n'aura pas prévu cette chose-là. Mais il y a une petite mécanique de jeu quand on essaye de faire fonder une colonie, où on va retourner des cartes dans un paquet. Techniquement, les cartes font 1, 2, 3. Donc en moyenne, c'est 4, puisqu'on retourne de 4. Et effectivement, quand tu tires 2 à 1, quand par Davidberg, et quand ça se passe 3 fois de suite. Tu m'as dit, c'est impossible, ça n'arrive pas. Oui, moi, je dis ça n'arrive jamais. Mais alors, ça m'a pas gêné en soi. Ceci dit, t'as perdu d'un point. Donc tu vois, c'était pas, ça t'a pas cassé ta partie. Non, du tout. Ça m'a pas gêné plus que ça. Puis, mais c'est vrai que c'est pas le genre de mécanique que je préfère quand on fait. Quand tu m'as décrit la mécanique, je me dis ça je veux pas trop aimer. Il y a beaucoup qui fait ça. Mais sinon dans l'ensemble, le système d'enchères il est super malin et original. Vraiment, moi j'ai beaucoup aimé. Je le mets aussi dans ma ludothèque. J'avais déjà joué, mais je me rappelais pas du tout. C'est incroyable comme j'ai tout effacé de ce jeu. Si tu as joué à l'époque, c'était quand même il y a 20 ans. Tu n'as peut-être pas rejoué depuis, donc c'est normal que tu aies un peu oublié. Mais quand on faisait des week-end jeux à l'époque, c'était ça, c'est ce que je racontais, c'est notre jeu de 4-5 heures du matin. Ah ouais. Donc là, comme ça, ça, on joue pendant 2 heures, après le petit-déj est servi, on va au petit-déj et on rattaque d'autres jeux. C'est impeccable. Quelle vie. Ouais. Alors vous le connaissiez pas du tout, vous n'en avez jamais entendu parler, c'est une découverte. Ouais, c'était la première fois qu'on jouait tous les deux, donc c'était ma première partie, je connaissais pas du tout. J'ai adoré, en fait, tout simplement parce que je trouve que c'est un petit peu l'essence de ce qu'est un jeu de gestion. Donc c'est un jeu de gestion, donc ça va pas être quelque chose de simple, mais c'est simple dans le côté gestion. C'est-à-dire que voilà, on est dans le truc le plus classique, le plus épuré, dans le bon sens du terme. On a notre gestion, on doit se développer sur notre plateau, on se développe en fonction de là où on est, on s'améliore, etc. Donc assez classique dans le bon sens du terme. Et le côté enchère, vous en avez parlé, je trouve ça super malin. Moi j'adore les enchères, j'adore les jeux de gestion, j'adore les enchères. Le mix des deux est super. La manière d'enchérir, c'est quand même un peu original, c'est pas ultra classique. Et puis cette manière de récupérer les tuiles au milieu, en fait, on enchérit très très tuiles, malin. avec ce côté on avance là en fonction des pions qu'on met, en fonction des tuiles qu'on va choisir. Moi je vais choisir la tuile là parce que je pense que eux ils vont la vouloir, donc ils vont payer plus cher, etc. C'est malin, il y a suffisamment d'actions diverses au niveau des tuiles. On peut se diversifier dans les enchères qu'on va faire, qu'on va prendre, qu'on va vendre. Il y a à peu près tout ce qu'il faut dans ce type de jeu, quoi. Dans la gestion c'est bien, dans les enchères c'est bien, le mélange des deux est bien. Franchement, j'ai trouvé que c'était un super jeu et je suis vraiment très content. Merci Ludo de nous avoir fait jouer à ça, d'avoir un peu insisté pour qu'on y joue parce que c'est vraiment un super jeu. Et oui, moi, il rentre dans ma ludothèque et je trouve ça vraiment très 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 bien. Tu n'as pas été gêné par... parce que là, c'est un jeu qui a 20 ans et graphiquement et au niveau du matériel, il a 20 ans. Tu as quand même des tuiles, ça a été fait dans Word. Ça se voit. Vraiment, c'est clair, Police 12, pouf, avec un effet ombrage dégueulasse. Non, pas clair, de problème. Ça se voit parce que la mécanique est tellement chouette en fait qu'effectivement tu passes outre ça et puis tu le sais, je veux dire, tu sors pas un jeu comme ça en disant je vais sortir un nouveau jeu, tu le sais et du coup c'est comme quand tu vas regarder un vieux film. Ah oui d'accord, dans les décors tu vois que t'as du carton derrière, c'est pas grave, ça fait partie du charme du truc. Là c'est pareil et ça dérange pas du tout parce que tu sais que c'est un jeu qui a 20 ans. Blandine, tu as le mot de la fin dans cette émission. Non mais en réalité, sans les enchères, le côté gestion de ressources, moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'ai pris énormément de plaisir à augmenter mes petits cubes là, mais le côté enchère, enfin vraiment c'est propre à moi et je déteste ça vraiment. J'ai passé un sale moment sur les enchères et le pire de tout c'est que même quand j'essayais de faire la fofolle et de mettre des trucs de fou, maintenant j'avais toujours Martin qui me coupait l'herbe sous le pied et du coup j'arrivais rien à faire. C'est vrai que j'étais placé juste derrière toi. Donc t'étais mal placé à la table. C'est ça. Et vraiment c'était en fait je suis toujours. Mais c'est rassurant pour les publicités. Je suis pas une marchande de tapis et j'arrive pas à négocier des choses qui ne valent pas leur prix. C'est pas possible. Et du coup, vous y allez là, vous flambez pour une petite tuile. Moi, je peux pas faire ça. J'ai mon côté intègre moi, je respecte complètement ça. Mais en fait, dans mon entourage, la plupart des personnes que je connais sont plutôt allergiques aux jeux de guessing, aux jeux d'enchères, des mécaniques qui sont assez proches l'une dans ce qu'elles génèrent, parce que dans les enchères, il y a une part de guessing malgré tout, il faut anticiper ce que les autres vont faire comme choix. C'est pas des mécaniques très populaires, les enchères. C'est pas populaire du tout. Et dans mon entourage, il y a très peu de joueurs qui aiment, et souvent je suis un peu frustré parce que moi j'aime bien ces mécaniques-là. Et puis quand tu joues avec des joueurs qui sont allergiques à ça, souvent leurs choix sont aussi pas forcément très judicieux, donc même je comprends en fait que ça soit compliqué, et là-dessus je respecte complètement ton avis
Mais à contrario, tu vois, par exemple, le côté totalement loufoque de l'histoire, c'est que j'adore jouer aux vieux jeux. Oui. Et c'est vraiment... Et j'ai été frustrée que ce soit un jeu d'enchères parce que je tanne Adrien en permanence pour jouer à des vieux jeux parce que vraiment j'aime beaucoup ça. Je tanne Blandine pour jouer à des jeux d'enchères. Et c'est vrai que ce côté, illustration un peu vieillotte, bah, ça me fait marrer. J'aime bien jouer avec ce style de jeu. Et là, je me suis dit, cool, on va jouer à un vieux jeu. J'ai rien dit et j'ai vu que c'était un jeu d'enchères. Mais Quand non. Ludo utilisait le mot, alors c'est un jeu d'enchères, j'ai cru qu'elle allait se transformer. Aline qui dit si ton entourage c'est moi, oui je suis nul et j'aime pas trop ça. C'est pas que toi Aline, Sylvain il aimait pas trop les jeux d'enchères, j'avais quelques autres copains qui sont pas Jube, il est pas du tout client du guessing par exemple, il déteste ça. Les enchères il aime plus mais le guessing il aime pas, donc j'ai pas mal de copains qui sont pas très sensibles Il y a à ce ça. côté un peu fourbe, faut être un peu fourbe en fait dans les enchères. C'est vrai que quand on a fait ce week-end jeu, les vieux qu'on lui dit qu'on ressort nos vieux jeux qu'on a aimés et qu'on aime toujours. La première année, donc on faisait les jeux de 2002, je crois 2002-2003. À chaque jeu, c'était ah bah ça c'est un jeu d'enchères de Knizia. Parce que je vois dans le chat parler de Ra, etc. Et Ra c'est aussi un très très chouette jeu de l'époque. Et on s'est rendu compte que les jeux qu'on a gardés, dont on se souvient et qu'on a aimé, bah, c'est souvent des jeux d'enchères malheureusement de l'époque. Je suis désolé. Mais la mécanique d'enchères, elle a ceci d'assez élégante, c'est qu'en fait ça permet d'équilibrer assez facilement un jeu. En fait si un lot ou une carte ou quoi elle est trop forte, bah en fait les gens vont se battre pour l'avoir, du coup elle va pas être trop forte parce qu'on se sera mis à poil pour l'avoir. Donc en fait, c'est un peu une facilité, mais le jeu d'enchères, c'est ce qui règle souvent la difficulté d'un jeu. Mais je comprends que beaucoup de gens soient un peu réfractaires à cette mécanique-là. Oui, alors, et puis évidemment, dans nos émissions, nous, on s'inflige parfois des contraintes parce que comme on veut parler du jeu, alors, c'est pas du tout une obligation. Quand les gens qui participent à cette émission des Jeux du Chalet ne sont pas obligés de jouer à tous les jeux. On pourrait tout à fait présenter un jeu à 3, une quatrième personne n'y a pas joué. C'était très professionnel d'y jouer. Blandine n'était pas obligée quand on a dit jeu d'enchères. Mais en réalité, c'est vrai que j'aime bien faire un petit peu le boudin, mais clairement, pour le coup, ça me fait plaisir de tester des nouvelles règles. Chouette, et ça reste du jeu. Ça reste du jeu. Clairement, j'ai pris mon plaisir à faire ma petite popote là, avec mes petits cubes. En plus, t'avais super bien développé ton plateau. Enfin, tu vois, voilà. Impeccable. Mais c'est vrai qu'à chaque enchère, ça boudait un petit peu. J'ai pas mis l'icône. C'est un coup de cœur, donc. Mais oui, on ressort les grands anciens. C'est rarement une surprise que c'est un coup de cœur, mais c'est pas forcé parce que comme on fait découvrir ces jeux aussi quand on les sort, bah, on ne sait pas ce qui va se passer autour de la table. C'est un coup de cœur des Jeux du Chalet. Je voulais revenir simplement sur le fait que j'ai très très mal démarré la partie, et c'est peut-être ça aussi qui t'a pas aidé non plus, Blandine, parce que j'ai très mal démarré pendant les 2 premières manches. Vraiment, c'était une catastrophe. On s'est dit, oulala, il n'y a pas tellement de tours de jeu, il y en a une douzaine, et Martin n'a rien pris sur les 2 premières, comment il va faire? Et donc j'ai mal démarré, et du coup je me suis dit, bah, je vais faire les sous. Je vais essayer d'avoir le plus de sous possible et je vais tout acheter. Il y a aussi un truc très important, c'est que oui, j'ai perdu toutes les enchères, mais j'ai quand même fini à 32 points et je crois que le premier il était à 39. C'est ça, ce qu'il est quand même en train de dire clairement, c'est qu'il a quand même raté ses 2 voire ses 3 premiers tours. Concrètement, il était nul et il a quand même fini devant nous 2. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis qu'il y a une dimension qui rentre dans les enchères. Le fait de se dire, bon, bah, j'ai raté le côté développement de mon plateau individuel, mais du coup, je vais essayer de le rattraper parce que quand tu loupes, il n'y a vraiment qu'une douzaine d'actions, donc c'est vraiment très peu. Quand tu loupes des actions, bah, il faut essayer de récupérer ailleurs, et comme c'est un jeu d'enchères, j'ai développer au maximum l'argent pour avoir le plus de sous possible, pour acheter le plus de tuiles possible, c'est ce qui m'a permis de remonter un peu, pas de gagner, mais de remonter un petit peu. Et donc du coup, comme tu étais placé derrière moi, forcément j'avais plus d'argent, donc je pouvais piquer toutes les tuiles. On n'a pas gagné, pour le coup c'est Ludo qui a gagné, et c'est plutôt rassurant, c'est-à-dire qu'il connaissait déjà le jeu, effectivement, vu qu'il sait pas reprendre, c'est un jeu de gestion, donc forcément c'est un peu expérience, c'est lui qui a gagné, c'est plutôt logique. Et du coup, c'est plutôt un bon point. Donc, Mais moi, je comprendrais totalement que ce soit un standard du milieu ludique. Alors, ça va être compliqué parce qu'on nous dit c'est curieux que ce jeu n'ait pas attiré un éditeur pour en faire une nouvelle version. C'est vrai que là, ça fait une vingtaine d'années. Mais je pense que c'est plus du tout dans le marché, ce type de jeu. C'est quand même, on l'a dit, hein, enchères, guessing, et tous ces aspects-là qui rentrent en compte. En plus, 2 heures de jeu. Ça fait déjà plusieurs critères. Aujourd'hui, on est sur des jeux à 20 balles, grosso modo. C'est pas du tout le... Là, s'il sortait aujourd'hui, ça serait dans un... J'ai pas mis de prix parce qu'il n'est pas disponible, mais ça serait, je pense, un 50-60 €, avec un beau matériel, avec des illustrations au goût du jour. C'était pas les mêmes coûts, les illustrations à cette époque-là, vu qu'on utilisait Word pour les faire. J'ai l'impression, et ça, ce sont les vendeurs en boutique qui sauront mieux nous le dire, j'ai l'impression que c'est compliqué de vendre ce type de jeu aujourd'hui et que c'est peut-être pas nécessairement dans les standards du moment. On arrive
sur la fin de cette émission. C'est le moment d'aller chercher la roue et de tirer au sort le vainqueur. C'est toi qui vas tirer Mais au là, sort. je réalise que je suis à la place du tourneur de Est-ce que roue. c'est pas une émotion Oh là là, assez c'est forte extraordinaire. Voilà. Ouais, c'est bon. Je mets un petit jingle, je vais le temps tâcher d'aller de chercher tourner la ça. roue. Tu tournais bien, hein. Et Ému, c'est ton premier tournage de roue? C'est officiellement, ouais, à l'émission, c'est mon premier tournage de roue. Ouais. Fais gaffe, t'es filmé, hein. Ouais. Hop. Alors sachant que la roue, on l'a depuis un petit moment, donc on a déjà fait plein de concours sur Et cette t'as de la roue, à chance. celui qui l'a lancé qui tournait plus longtemps, etc. T'as de la chance en général. Jamais. Ah bah oui, le dernier coup qu'on avait utilisé, tu te rappelles quand on l'a utilisé en disant celui on a mis nos noms partout, Ouais. celui sur lequel ça tombe se coupe les cheveux, la boule à zéro. Ça, je me souviens. Un bon moment, un bon moment de plaisir. Ah, j'ai hâte de tirer, Alors, sortir de la pièce. Je remets les noms des personnes qui ont été tirées au sort. On va les lire rapidement. On a Jol 59, Maya, Coralie. Alors vous avez les numéros à côté. Si le 1 tombe, c'est Jol 59 qui l'emporte. Si c'est le 3, c'est Coralie 35. Si c'est le 4, Seb 28 octobre 1984. Je pense que ça doit être sa date de naissance, j'imagine. Lady Yoko, Ludonote, Noon, Kalougué, qui a déjà été tiré, il me semble. J'ai déjà dit ce nom. Duncan, Ah, moi, je suis jamais. Il y a quelqu'un qui est 2 Serval, fois là. Ah, là, Bob là. Danu, Seb, C'était pas à voir. FRC. Ouais, mais tu tournes la roue. Ah, il y en a qui ont déjà été Ah, tirés. mais j'ai le privilège de tourner la roue. Alors, on va mettre, hop, Gros plan sur la roue. suspense, pas trop de reflets. C'est bon. Super, tu peux y aller. Allez. Voilà, mais elle est serrée Ouais, cette mais- roue. Elle est très Ah, mais très t'as mis serrée. la... Ah non, toi, non. Non, je sais pas. Bah, c'est le 12, c'est c'est le le 12, 12. ouais, c'est le hasard fait que. C'est elle qui est un peu 12? serrée. Je dessert pour la fois prochaine. Ouais. Le 12, c'est Seb FRC qui remporte la boîte Ah. de Monstrous Shoes qu'on a présenté donc dans Une une casse de précédente sortie. émission. Une jolie petite boîte de jeu, un jeu signé Richard Garfield, publié par Repos Prod. Ah, bravo et merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Si vous voulez nous soutenir sur Tipeee, n'hésitez pas, le lien est dans la description de cette vidéo. Et nous arrivons sur la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui l'ont suivi en direct sur Twitch ou en différé sur YouTube. Merci à ceux qui ont participé avec nous à ce voyage dans le temps. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles émissions. Peut-être des présentations de jeux, peut-être des parties que l'on tourne au chalet, peut-être des concepts tout nouveaux qui vont arriver sur la chaîne. On vous souhaite à tous une bonne journée et on vous dit à bientôt. Salut, ciao. Ciao, ciao.